Bien. On attend encore quelques minutes ou je vois 56 participants. Bon, on va peut-être débuter comme ça, au moins ça lancera les choses. Bon, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette web conférence. Donc du coup, on va revenir un petit peu sur les enjeux de ces web conférences, mais néanmoins, dans les propos introductifs, voilà, vous précisez que cette webconférence est enregistrée, que vous pourrez bénéficier de tout le contenu vidéo par la suite, et puis même le diffuser, bien entendu, que vous pouvez à tout moment, évidemment, comme c'est le cas pour certains d'entre vous, là, déjà réagir dans la partie discussion qui se situe en bas de l'écran pour tout le monde. Ça sera le cas également lors de l'intervention. Et puis, voilà, on va revenir un petit peu sur le cadre, le pourquoi du comment, j'ai envie de dire, de cette web conférence. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Cette web conférence là, qui est la troisième se déroule cette année, enfin, s'inscrit dans une démarche d'interrogation des politiques territoriales de jeunesse dans les territoires ruraux. Donc, ça vient effectivement d'un groupe projet interdépartemental et interrégional à la fois en Nouvelle-Aquitaine, mais également en Occitanie, sur essentiellement 3 départements, donc la Dordogne, l'Ariège et le Lot, qui se sont rencontrés voilà, autour d'un temps de travail maintenant en septembre 2019. Chacun de ces 3 départements avait travaillé sur différentes échelles, notamment sur la place des jeunes en milieu ruraux, sur leurs pratiques sociales, etc. Donc, nous nous sommes rencontrés en septembre 2019 avec donc ces 3 feux DDCSPP à l'époque, des universitaires, je pense à l'Université de Toulouse, à l'IUT de Figeac notamment, mais également des associations, un point information jeunesse, une association de développement rural. Et l'idée, c'était effectivement de s'interroger sur cette réhabilitation des pratiques sociales des jeunes dans les territoires ruraux, avec comme élément pivot de capitaliser les données objectives là, qui étaient déjà présentes sur les différents territoires, avec la mise en place d'actions sur des échelles un peu variées sur l'ensemble de ces 3 départements, mais pas que, puisque le Tarn, le Gers et l'Haute-Garonne s'étaient aussi menés à cette action initiale. Et donc, malgré le contexte que tout le monde a pu connaître, évidemment suivre, nous avons malgré tout pu proposer effectivement cette année plusieurs webconférences, en fait, où on a eu voilà, le plaisir de débuter avec Mélanie Gambino, qui est professeure des universités en géographie à l'Université Toulouse Jean Jaurès et qui est présente parmi nous aujourd'hui, sur la reconnaissance des jeunes ruraux là, présentes dans une société vieillissante. Ça, c'était la première webconférence qui s'est déroulée au mois de mai dernier. Ensuite, on a eu au mois de juin l'intervention de Yael Amsalem Mangui de l'INGEP sur notamment son ouvrage Les filles du coin, qui revenait sur la place des filles, notamment dans cette ruralité. Et puis aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Véronique Borde. J'imagine que beaucoup d'entre vous aussi connaissent par ailleurs, notamment pour intervenir sur les pratiques sociales des jeunes et la place qu'on leur laisse et notamment les interactions avec les institutions. Donc ça va être un peu le cœur de son intervention. Peut-être repréciser aussi
les objectifs, mais très généraux, très rapides, parce que l'objectif, ce n'est pas de prendre beaucoup de temps de parole sur ça, mais laisser la place aux échanges. L'idée, c'est également, à travers ces types d'interventions, enfin ces 3 interventions, c'est de diffuser, voilà, effectivement, au niveau régional et interrégional, les bonnes pratiques, les regards aussi d'universitaires, de relayer les initiatives intéressantes dans les différents départements, bon, de capitaliser les pratiques transférables sur nos territoires respectifs, et puis effectivement de maintenir le réseau à travers les services déconcentrés de l'État, et puis voilà, de développer une certaine forme d'ingénierie territoriale sur les politiques de jeunesse, abordées de façon globale, en particulier dans les territoires ruraux. Ce programme-là de webconférence, de visioconférence, effectivement, comme je disais, a pour objectif d'apporter aussi de la connaissance. C'est une expression que j'ai retenue là, à travers les 2 premières, et je cite un de mes collègues là, qui est revenu sur cette expression: dégonfler les concepts. Je trouvais ça très intéressant, en fait, de mettre des mots sur des aspects théoriques et pratiques que nous véhiculons un peu tous. Et puis, voilà, d'apporter surtout, voilà, des témoignages d'acteurs de terrain, et de relayer ce qui se mène comme problématique, comme enjeu, comme frein, mais aussi comme levier. Voilà, c'était vraiment des propos assez généraux en termes d'introduction, mais c'était néanmoins fondamental pour que vous saisissiez un petit peu les enjeux qui sont présents aujourd'hui et dans quoi tout ça s'inscrit. Voilà. Nous sommes plusieurs, effectivement, à co-animer ce cycle de webconférence. Donc, si par exemple Cathy ou Olivier souhaitent rajouter quelque chose, ça peut être le moment. Sinon, je vous propose peut-être de transmettre la parole à Véronique, et puis de débuter ce cycle de visio là ce matin. Donc, on a laissé une bonne demi-heure à Véronique pour nous présenter des éléments, et puis surtout, n'hésitez pas à interagir dans la partie discussion, mais sachez qu'il y aura un grand temps de discussion qui sera laissé à la suite de cette présentation de Véronique Borde. Voilà. Oui, donc pour préciser effectivement sur cette partie, donc comme vous êtes nombreux, on va vous demander de ne pas intervenir directement via le micro, hein, mais de poser vos réflexions, vos échanges, vos questions dans le chat, dans le fil de discussion. Et donc ensuite, moi, je serai chargée d'en faire une synthèse, et puis sur le temps de débat, de le renvoyer à Véronique Borde qui répondra, qui réagira. Et ensuite, voilà, il pourra peut-être y avoir quelques échanges directs vocaux, mais voilà, vu le nombre, utiliser au maximum le fil de discussion. Voilà. Véronique? Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir invité à cette petite matinée. Donc, je vais essayer, dans ce qu'on m'a commandé, c'est de vous parler un petit peu de cette question de jeunesse en revenant un peu sur ce concept d'interaction et sur du coup comment tout ça se joue, comment ça se travaille dans la question de la place des jeunes finalement au quotidien et dans l'action dans la cité, si je peux le dire comme ça, tout simplement. Donc, je vais commencer juste à vous remettre 2-3 petits points clés par rapport à la jeunesse et aux politiques jeunesse historiques, juste pour remettre un petit peu le cadre, pour vous dire un petit peu d'où je parle. Je pense que vous connaissez un peu ces points-là, mais ce n'est pas du luxe de le rappeler. Donc, quelques grandes étapes. On a l'entre-deux-guerres avec le Front populaire qui va développer les loisirs et qui va développer, finalement, qui va commencer à s'intéresser à la prise en charge un peu de la jeunesse comme préoccupation d'État. On va avoir, alors très rapidement, hein, je vous fais juste des points d'étape, et puis le gouvernement de Vichy, qui est le premier à poser des orientations de politique jeunesse.
Alors évidemment, avec des préoccupations d'encadrer la jeunesse, hein, d'encadrer, de savoir où est la jeunesse, avec la question d'une éducation globale, hein, avec évidemment les idées de l'époque, hein, de Vichy. On a la libération qui va permettre de procéder à la mise en place d'une politique en direction de la jeunesse, avec une réflexion autour de cette question de la place de la jeunesse qui commence vraiment à se développer, et notamment en lien avec les mouvements d'éducation populaire. Et puis, on va avoir la création du secrétariat d'État à l'enseignement technique et à la jeunesse qui va donner l'impulsion en disant la jeunesse existe politiquement. Et puis, on va voir progressivement cette jeunesse devenir un objet politique et au fil du développement de la société, va passer d'une jeunesse dans les années 50-60 comme quelque chose de bien, qui est l'avenir, qui a le droit de se tromper, à progressivement, avec l'entrée dans la crise économique, avec le premier choc pétrolier en 73, puis les premiers événements dans les quartiers à l'été 81, progressivement, on va tomber vers l'image d'une jeunesse qu'il faut contenir, qu'il faut surveiller et qu'il faut réguler. Donc, on va mettre en place des politiques en direction de la jeunesse à partir de 82 et la mise en place de la politique de la ville, des politiques en direction de la jeunesse qui vont être sous-tendues par un contrôle social. Donc, ces petites étapes-là, elles sont importantes parce qu'elles montrent comment, quand on fait une commande en matière de jeunesse, eh ben, on va avoir une représentation de la jeunesse qui va influencer finalement la prise en charge de la jeunesse et donc les interactions et la place de la jeunesse dans la société. Excusez-moi, j'ai un chien derrière, donc si vous entendez des bruits, c'est mon chien. Je suis désolée, mais bon. Donc, cette nécessité de paix sociale va avoir des enjeux sur comment on laisse la place à la jeunesse. Voilà. Même si aujourd'hui, ça a évolué, on va essayer d'en discuter. Donc, ça, c'était vraiment posé rapidement et vraiment très rapide le contexte un petit peu de ces questions de jeunesse comme objet politique. Donc, pour pouvoir comprendre un petit peu quelle place on laisse et qu'est-ce qui se passe finalement dans les relations entre les jeunes et les institutions, les jeunes et les élus, etc. Bon. Donc, on m'a demandé de vous parler de ce concept qui est le concept d'interaction. Donc, je vais essayer de dégonfler le concept du coup, puisque j'ai ce rôle-là. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver, hein, vous me direz. Donc, le concept d'interaction, il a été développé, travaillé par les sociologues de l'école de Chicago. Donc, c'est de la sociologie américaine. Donc, cette sociologie américaine, elle s'est développée fin 19e, début 20e. Et elle va commencer à travailler avec une question, je pense, qui va vous intéresser. Ce sont les premiers sociologues qui vont ouvrir l'université à des travailleurs sociaux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'université, c'était un endroit qui était réservé à une élite. Voilà. Et ces sociologues-là vont dire on va permettre d'avoir des semestres ou des universités d'été qui vont être ouverts à des travailleurs sociaux, donc des gens qui n'ont jamais été à l'université, qui n'ont pas fait d'études forcément supérieures, mais ça va être la possibilité de mettre à la disposition de tous finalement un savoir. Donc ça, c'est un point vraiment important dans l'histoire de l'université, c'est comment aussi l'université va s'ouvrir à des gens qui ne font pas partie d'une élite de la société, une élite intellectuelle. Donc ces sociologues, ils vont commencer à travailler les interactions parce que ils sont dans une ville, Chicago, qui est une ville qui va subir d'année en année des vagues de migration avec des installations de communautés, alors des Polonais, des Italiens, des Chinois, etc., etc. Et cette ville, elle va exploser démographiquement. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont étudier comment ils vont s'installer. Là c'est pour Mélanie, pour les géographes, là, comment les communautés vont s'installer en cercle, en fait, autour du centre-ville. Bon. Et ce qui va les intéresser à ces sociologues, c'est d'aller regarder au milieu des gens comment ça se passe. C'est-à-dire comment, quand on migre,
on vient s'intégrer dans une société et comment on crée par le biais des interactions, la rencontre, l'échange, eh ben, on va pouvoir trouver une place dans la société. Donc, ces sociologues vont commencer à développer des travaux de terrain. Ça, c'est l'autre grande nouveauté aussi pour la sociologie. Jusque-là, la sociologie se faisait en fauteuil, ce qu'on appelait, c'est-à-dire que les sociologues, ils allaient peu sur le terrain, on va le dire. Voilà. Et là, ces sociologues, ils vont dire, on va aller au milieu des gens, on va vivre au milieu des gens, on va prendre des techniques des ethnologues et on va regarder ce qui se passe. Donc, ils vont formaliser tout un tas de techniques, et notamment l'observation in situ ou l'observation participante, qu'ils vont reprendre aux ethnologues. Et puis, ils vont dire, l'étude, ce n'est pas que regarder ce qui se passe, c'est aussi essayer de comprendre comment des orientations politiques, comment différents documents produits par le terrain vont orienter ces interactions et vont orienter la place de chacun. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu ce que c'est que cette sociologie de l'école de Chicago. Donc, ce sont des interactionnistes. Donc, ce sont des gens qui vont s'intéresser aux interactions. Du coup, c'est Bloomer donc, qui va créer cette expression interactionnisme symbolique, d'accord, et qui va donc finalement désigner tout un courant de pensée de la sociologie américaine qui est reprise évidemment un peu partout dans le monde et en France. Voilà. Et donc, interactionnisme symbolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont aller étudier les relations réciproques entre les individus. D'accord? Donc ça, ce sont les interactions, les relations réciproques entre les individus, mais aussi, ils vont aller étudier les signes de ces échanges, donc les symboles, d'où interactionnisme symbolique. D'accord? Donc là, ce n'est pas juste regarder les interactions, c'est aussi aller regarder les signes de ces interactions, ce qui fait interaction. Donc pour essayer de comprendre finalement comment se construisent les interactions et comment elles sont maintenues. Voilà. Donc, ils vont aller regarder tout ça. Et en partant de l'idée que les institutions sociales et les individus c'est parce qu'ils vont être en interaction, c'est parce que les institutions et les individus vont être en interaction que l'on va créer finalement une société. Donc, c'est parce qu'il y aura des interactions que la société va se créer et va pouvoir évoluer. Donc, eux, ils partent vraiment sur cette idée-là. Il y a des sociologues qui pensent que c'est parce qu'il y a des institutions qu'on va créer la société. Ces sociologues-là, les interactionnistes, ils vont dire ce sont les acteurs qui, en interagissant, en agissant avec les institutions, en agissant entre acteurs, etc., c'est comme ça que la société va se créer et va pouvoir évoluer. Ça va jusque-là ou... Donc, à partir de là, ils vont développer tout un tas de travaux autour de ces interactions et autour de la question de l'interaction pour comprendre un peu comment ça se passe. Donc, ils vont se dire, quand les individus sont en interaction, qu'est-ce qui se passe et comment finalement on peut observer la création, l'évolution de normes et de valeurs dans une société. Donc, ils vont expliquer le social par des actions individuelles. Donc ça, c'est vraiment important, c'est vraiment la base de leur réflexion. Et ce qui compte, c'est de regarder les actions individuelles, mais aussi, et c'est ça qui est important, d'aller demander aux gens ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire que quand un chercheur étudie des interactions, il va observer, il va prendre des notes, et ensuite, il va aller soumettre ces notes aux acteurs de terrain pour leur dire « Est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai pu observer ?» Voilà. Donc, on n'est pas juste sur du chercheur qui va prélever des données et puis donner une interprétation. On est avec des chercheurs qui vont aller essayer de comprendre les interactions, mais avec l'aide des acteurs de terrain. C'est-à-dire que les acteurs de terrain font partie de la recherche. Donc, c'est l'intérêt principal dans l'interaction, c'est la relation. Donc, l'interaction, c'est la relation sociale de base pour créer la société. Donc, les normes, les rôles, tout ce qui va se passer, les valeurs, tout ce qui traverse la société,
pour les interactionnistes, sont créées et évoluent grâce aux interactions. Donc, c'est parce qu'il va y avoir des rencontres, des échanges, des discussions qu'on va pouvoir faire évoluer la société. Donc, ça veut dire que si on le remet à la jeunesse, c'est parce qu'on va discuter, échanger avec les jeunes, c'est parce que les institutions vont échanger, discuter avec les jeunes, qu'on va peut-être pouvoir faire évoluer les pratiques en direction des jeunes. J'y reviendrai. Donc, ce que regardent ces sociologues-là, et après je vous donnerai des exemples, hein, parce que là je suis en train de vous poser un petit peu, c'est vraiment comment les comportements sont stéréotypés. C'est-à-dire que quand on a un comportement, c'est vraiment régi par un certain nombre de règles de représentation, d'accord? Et on rentre finalement dans un rôle, et c'est ce rôle qui va donner lieu à des interactions. Donc, on est quand même soumis à des règles sociales, on est soumis à une pression sociale, et c'est l'ensemble de ces rôles, soumis à ces pressions sociales, que les interactionnistes vont essayer d'aller regarder et pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe. Donc, les interactionnistes, ils disent qu'on a autant d'identités que de gens qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de s'adapter. C'est-à-dire que quand on est dans une interaction avec quelqu'un, on va tenir un rôle, finalement. Et là, par exemple, moi, là, j'ai le rôle du conférencier, même si je suis en visio, tout ça. Et vous, là, vous avez le rôle, vous tenez le rôle bien gentiment pour l'instant, des gens qui écoutent, voilà. Et donc, vous avez un rôle, vous vous mettez en scène. Donc, il y en a qui ont allumé leur caméra, d'autres pas. Et puis, on peut regarder, là, comment vous êtes mis en scène. Donc, il y a des gens qui sont devant des bibliothèques, etc. Et ça donne à voir. Il y a des gens qui, bon, regardez le derrière là, sur les petits carrés, et ça donne à voir de la représentation que vous voulez donner. C'est-à-dire, ce matin, là, dans ces petits carrés, vous avez envie de montrer que vous êtes de telle et telle façon, parce que vous avez un décor, vous êtes habillé, coiffé d'une certaine façon, etc. D'accord ? Donc, les interactionnistes, c'est ce qu'ils vont aller regarder, parce que tout ce que vous mettez en scène va faciliter ou arrêter ou changer l'interaction que vous avez. Ça veut dire que quand vous êtes en interaction avec du public, la façon dont vous êtes habillé, la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous parlez, le lieu dans lequel vous êtes, vont influencer l'interaction que vous allez avoir avec le public que vous aurez en face. Donc, c'est ce que les sociologues regardent et essayent de comprendre. Donc, ces sociologues, ils ont développé des concepts majeurs. Donc, les interactions, évidemment, c'est un concept majeur, mais ils ont été regarder aussi l'adaptation, la socialisation, l'assimilation, la déviance, la criminalité. Donc, ça, ce sont des thèmes majeurs de ces chercheurs-là, qui ont été regardés à partir des interactions, et ben, comment la déviance se met en place, comment la criminalité peut s'expliquer, comment les migrants sont assimilés dans une société, comment le jeu des interactions le permettent. Et la socialisation, qui est un des concepts majeurs qu'ils ont développé aussi. Et je vais revenir sur la socialisation. Juste pour vous continuer sur ce concept-là avant d'avancer sur les interactionnistes, vous avez un sociologue, donc ils sont assez nombreux, hein, bien sûr. Vous avez, je vais vous donner un exemple de comment ils font pour comprendre la société. Ensuite, je vous expliquerai comment certains travaillent, et je trouve qu'ils peuvent vous être utiles à vous, là, pour le coup. Donc, par exemple, pour comprendre la société, ils vont se mettre à la place des gens. C'est-à-dire que par exemple, il y a eu tout un travail qui a été mené sur le hobo. Le hobo, vous savez, c'est le SDF américain, c'est-à-dire que la différence avec nos sans domicile fixe, nous en France, nos sans domicile fixe, ils sont assez... Enfin, ils ne sont pas mobiles, quoi. En fait, ils sont souvent posés. Alors que les hobos aux États-Unis, ce sont des gens qui font la route, en fait, qui prennent des trains, qui voyagent, qui essayent de trouver des petits boulots, etc., mais qui n'ont pas de domicile fixe. Et donc, pour pouvoir travailler cette question, justement, du déplacement, de la mobilité et du comment on vit, finalement, sans domicile, etc., et ben, c'est Anderson qui va travailler ça, le hobo, hein, il a écrit un bouquin là-dessus. Et en fait, lui, c'est un ancien hobo. Et un jour, il a rencontré les sociologues à Chicago, et puis
il est venu à des cours, il a assisté et puis il s'est formé, puis il est devenu chercheur et il a développé une recherche autour de ces questions du hobo. Donc, c'est pour vous montrer un peu comment ces sociologues travaillent en fait aux États-Unis. Il y a un autre sociologue qui, je pense, peut vous intéresser. Alors, souvent, on connaît les travaux de Becker parce qu'il a travaillé sur la déviance et notamment avec son bouquin Outsider, où il a montré comment des joueurs de marijuana, des joueurs de jazz, des jazzmen utilisaient la marijuana et comment ils rentraient finalement dans une comment ils étaient acceptés dans une société, etc. Bon, enfin bref, et comment la déviance permettait de trouver une place dans la société. Et ça, c'est important et je vais y revenir après. Et je vais vous parler quand même avant de Goffman, parce que Goffman, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un sociologue qui pense que la société est une scène de théâtre. Donc, il estime que toute société est une scène de théâtre et qu'on a tous des rôles à jouer. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Et que donc, lui, ce qui va l'intéresser, c'est d'aller regarder les interactions de face à face, c'est-à-dire comment, quand on se rencontre, qu'est-ce qui se passe, voilà. Comment on maintient l'interaction, comment on casse l'interaction. Et ça, je pense que ça peut être intéressant, parce que quand on est face à un public, qu'est-ce qui fait que vous maintenez l'interaction, que l'interaction ne se maintient pas face à des jeunes, par exemple, où on dit toujours, ouais, mais qu'est-ce qui fait que les jeunes vont nous écouter ou pas? Donc, Goffman, il va montrer, il va aller regarder les signes de l'interaction, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et il va montrer quels sont les efforts que l'on met en place, qu'est-ce qu'on met en place pour maintenir une interaction. Et vous voyez, là, par exemple, en ce moment, je bouge sur mon fauteuil et tout, je vous parle avec les mains, etc. Ça, c'est une façon de vous capter, en fait, dans l'interaction. Je ne le fais pas consciemment, hein. Je ne suis pas hyper stratégique en train de me dire. Mais c'est des choses que l'on fait et c'est ça qui est intéressant chez Goffman, c'est qu'il va aller regarder comment on met en place un jeu, pas forcément consciemment, mais qui va permettre de rentrer dans l'interaction et d'engager les gens en face de soi. Et par exemple, alors l'exemple que je donne toujours, qui est assez parlant pour tout le monde, vous avez des voisins. Et ces voisins, vous les connaissez plus ou moins. D'accord ? Et bon, quand on connaît ses voisins, mais pas forcément, enfin pas intimement, quoi, c'est compliqué. Donc, la première interaction que vous mettez en place, c'est le bonjour. En général, c'est le salut. Et d'ailleurs, vous savez, des fois, notamment quand on est avec des publics jeunes, on dit bonjour, tu pourrais dire bonjour. Je suppose que ça vous est déjà arrivé. Et ça, c'est parce que ce que l'on signifie à l'autre, c'est que le premier engagement dans une interaction, c'est le salut. Et donc, bonjour. Et après, quand on est face à des gens qu'on ne connaît pas bien, mais bon, avec qui on n'a pas envie de se fâcher, voisin, on n'a pas envie de se fâcher avec ses voisins. Donc, on va trouver ce que Goffman appelle des valeurs sûres, c'est-à-dire des thèmes d'échange, de discussion qui vont permettre l'interaction et qui vont permettre de maintenir l'interaction, même si on n'a rien à se dire, en gros. Voilà. Donc, par exemple, avec votre voisin, vous allez dire bonjour, ça va, ça va. Et une valeur sûre pour tout le monde dans la société, c'est la météo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez dire ah, il fait froid ce matin. Ah oui, il fait froid. Bon, ça, on est tous d'accord, on a tous une opinion sur la météo. Ça, on n'a pas besoin d'avoir des compétences. D'ailleurs, on pense tous avoir des super compétences en météo. Et du coup, ça, c'est une valeur sûre. Donc, c'est comment, quand on est professionnel avec des publics en face de soi, comment on repère, comment on met en œuvre, comment on a conscience des valeurs sûres que l'on met en place. Pourquoi ? Parce que ça va déterminer derrière l'interaction que l'on va avoir. Quand on est avec des jeunes, selon comment on les accueille, le premier accueil que l'on a avec eux, le premier, après le bonjour, ce que l'on dit, ça va déterminer la relation que l'on va mettre en place avec eux. Donc, l'interaction, elle est vraiment à la base de la relation que vous allez développer avec les personnes que vous avez en face. Et du coup, cette interaction, ça va permettre aussi de trouver une place et de donner une place à l'autre. Et je vais y revenir ensuite. Donc, Goffman, moi, je vous le conseille, c'est vraiment un auteur qui se lit facilement et qui a écrit plein de choses. Et notamment, il a 2 ouvrages sur la présentation de soi, ça s'appelle, et où il parle justement de quand vous vous habillez le matin, ce n'est pas par hasard. Voilà. Selon le sac que vous avez, ça donne des indications aux gens qui sont en face de vous. Et il y a plein de choses dont on n'a pas conscience, mais que l'on intègre et qui nous donnent des indications sur ce que vous êtes. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous jouez, bien sûr, façon de vous habiller, etc. Et il y a des choses que vous faites
naturellement. Pour Goffman, on ne fait rien naturellement. Hein. Mais il y a des choses que vous faites, soi-disant naturellement, mais qui vont en fait donner à voir ce que vous avez envie de donner à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des jeunes en face de soi, selon comment ils sont habillés, selon comment ils se comportent, vous savez, il y avait eu les histoires des casquettes. Ce sont des marqueurs sociaux et ce sont des marqueurs identitaires. Donc, c'est comment on repère ces marqueurs identitaires pour pouvoir comprendre finalement ce que les jeunes attendent de nous, le message qu'ils nous envoient, ou comment on peut, avec ces marqueurs identitaires, accepter ce qu'ils sont et pouvoir construire, co-construire une place ensemble. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que moi j'adore Goffman, mais au-delà de ça, je trouve que ce travail-là de Goffman, il est vraiment important pour comprendre ce qui se passe autour de soi. Et quand on est en lien, quand on est dans du travail de lien ou de reliance, il est hyper important pour comprendre comment ça fonctionne et comment les gens se positionnent, quoi. Sur ces interactions et ces jeux d'interaction avec les institutions, souvent, ce que font les jeunes, donc là, je vais être un petit peu plus sur des exemples de terrain, souvent, ce que font les jeunes dans les interactions avec les institutions, c'est que ça peut avoir plusieurs niveaux. Il y a des institutions qui vont permettre aux jeunes de venir. Alors, souvent, on a une offre. Je vais y arriver, hein, excusez-moi, c'est le matin. Souvent, on a une offre. L'institution va offrir des actions, une maison de la jeunesse, un espace, des activités, des actions, etc. D'accord ? Donc, on a une première offre comme ça qui va se mettre en place en direction de la jeunesse. Et donc, les jeunes vont venir, d'accord, et vont regarder quelle est l'offre qui leur est proposée, d'accord ? Et en général, vous savez, les jeunes, ils échangent, hein, ils discutent avec vous, etc. Donc, les interactions, elles vont se mettre en place plus ou moins bien. Donc, il y a des institutions qui vont dire, nous, on a cette offre, maintenant, c'est ça ou rien. C'est-à-dire que soit vous acceptez de rentrer dans cette offre, d'accord, et ça va, vous pouvez rester, soit vous n'acceptez pas de rentrer dans cette offre, et ce n'est pas la peine de rester, allez voir ailleurs, d'accord ? Donc, c'est un peu tranché, la façon dont je le dis, mais il y a beaucoup d'institutions ou d'espaces qui travaillent comme ça, d'accord ? Sans le dire, hein, en disant non, non, mais nous, on est ouvert, mais en fait, on ne changera rien. Voilà. Donc, ça, c'est ce que moi, j'appelle des institutions fermées. C'est-à-dire, c'est des institutions qui ne vont pas permettre, qui ne vont pas accepter qu'il y ait de l'interaction avec le public, d'accord ? Il y a des institutions dans lesquelles il y a une offre, pareil, toujours le même principe. Les jeunes viennent et discutent, échangent, et puis disent vous nous proposez ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose ou autrement ? Donc ça, ce sont des… Et puis l'institution va dire, ah ben oui, tiens, j'y avais pas pensé, on va faire des arrangements. Voilà. Donc là, l'interaction, elle va fonctionner, d'accord ? C'est-à-dire qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir une acceptation de faire bouger un peu les fonctionnements institutionnels, et du coup, on va être sur une institution semi-ouverte, moi j'appelle ça, qui va permettre un réajustement parce qu'il y aura eu de l'interaction, donc qui accepte l'interaction avec le public et qui accepte un réajustement. Et puis, on a des institutions que j'appelle ouvertes, qui sont des lieux dans lesquels on va dire aux jeunes, venez, et puis discutons. Et c'est parce qu'on va discuter, échanger, se rencontrer, essayer de comprendre, qu'on va co-construire finalement des orientations, une offre, des actions, des projets. D'accord ? Et ça, ce sont des institutions ouvertes. Donc, ce sont des institutions qui acceptent l'interaction, premièrement, qui disent que l'interaction, c'est l'outil de travail, finalement, d'accord ? Et qui, du coup, disent aux jeunes, vous avez le droit de construire la place que vous voulez. Donc, co-construisons ensemble les places de chacun. Donc, on est sur des institutions ouvertes, d'accord ? Donc, ces interactions, on les voit, et moi, ça a donné lieu à la question de la réciprocité dans la socialisation, c'est-à-dire que ce que j'avais montré il y a quelques années, ce que j'essaie de continuer à travailler, vous savez, les chercheurs, on travaille toute notre vie sur un truc, là. Et du coup, j'avais montré comment, pour pouvoir travailler avec des jeunes, il faut accepter la réciprocité. C'est-à-dire qu'il faut accepter que l'institution puisse socialiser, c'est-à-dire expliquer aux jeunes comment fonctionne l'institution. Il y a des codes, des règles, je ne vous dis pas que tout doit être fait n'importe comment, mais comment l'institution accepte à son tour d'être socialisée par les jeunes, par les besoins, les envies,
les façons de penser des jeunes. Comment cette réciprocité se met en place? Grâce à l'interaction. Et pour que la réciprocité d'action se mette en place grâce à l'interaction, il faut accepter que l'autre peut nous apporter et nous apprendre. Ça veut dire qu'il faut sortir de l'idée que l'adulte sait, le jeune est en devenir. Vous savez, cette expression qui m'insupporte. Les jeunes sont en devenir. Ça veut dire qu'on ne sait pas trop, mais un jour, peut-être qu'ils auront le droit de parler. Et quand on est sur l'idée que les jeunes peuvent nous apprendre des choses, ils connaissent des choses, nous on en connaît, mais eux aussi, et que c'est parce qu'il va y avoir cet échange-là, cette discussion, cette mise en débat, accepter de rentrer dans le conflit aussi, d'accord, qu'on va pouvoir co-construire ensemble, finalement, et donc trouver ensemble, cheminer ensemble vers une place qui soit satisfaisante pour tous. Donc, une reconnaissance, le public que l'on a en face de soi a des choses à nous apprendre, qu'on n'est pas tout puissant dans les compétences et la connaissance, quoi, en gros. Voilà. Donc, ça, c'est possible avec les questions de… Si on prend en compte et si on laisse émerger finalement les interactions, les échanges qui vont amener à de la co-construction. C'est comme ça que du coup, on peut co-construire aussi des orientations de politique jeunesse. D'accord ? C'est parce qu'on va accepter, on va mettre en place des espaces dans lesquels les jeunes vont pouvoir discuter, échanger, s'engager, participer. Vous savez, tous ces mots à la mode, là, et qui, quelquefois, ont des définitions diverses et variées selon ce qu'on y met derrière. Donc, interagir, ça va amener à une place. Et du coup, la question, c'est quelle place, finalement, pour les jeunes dans la société. Donc, ça, c'est des questions… c'est des questions que je me pose encore, hein, je n'ai pas fini. Donc, l'idée de la place des jeunes, c'est l'idée de dire comment on accepte ce que je viens de dire, comment on accepte que tout le monde peut agir dans la société et tout le monde peut y apporter quelque chose. Donc, tout le monde peut être acteur de la société, sans question de statut, de genre, d'âge, etc. C'est comment, et du coup, comment on va penser finalement ces questions de place pour que chacun puisse être acteur social. Donc, l'idée, ça va être de dire comment on accompagne les jeunes à s'engager, puisque c'est la grande question. Et pour accompagner les jeunes à s'engager, j'ai bien dit accompagner, pas faire engager les jeunes sous injonction. C'est-à-dire, vous savez, souvent, on dit, bon, les jeunes, il faut qu'ils participent là. Mais ils sont où, les jeunes? Ils ne sont pas engagés. Vous savez, tous ces discours sur les jeunes sont désengagés, c'est terrible dans la société. C'est des discours qu'on tient depuis Socrate, hein, donc ce n'est pas nouveau. Et c'est comment, en fait, on va accompagner les jeunes, et je dis bien accompagner, non pas pousser ou tirer, mais bien accompagner, ça veut dire cheminer à côté d'eux, pour pouvoir réfléchir à un engagement que les jeunes aient envie de mettre en place. Et du coup, comment aussi derrière, on pense la place qu'on est prêt à leur laisser. Parce que c'est bien gentil de dire les jeunes, il faut qu'ils s'engagent, mais quand les jeunes s'engagent, il y a du changement qui arrive forcément, d'accord ? Il y a de la recomposition. Et cette recomposition, c'est souvent ce que les adultes ont du mal à accepter. Parce que les adultes ont peur, souvent on a peur de ne pas tout maîtriser. Et comme on a peur de la jeunesse, comme la jeunesse, on est quand même dans une société qui a peur de sa jeunesse, on se dit toujours qu'ils vont prendre les places des autres, ils vont faire la révolution, alors que les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est avoir leur propre place. Donc, pour accompagner l'engagement, pour accompagner à trouver sa place, il faut regarder un peu comment fonctionnent les jeunes, finalement, si on parle des jeunes, et comment fonctionne la société. Donc, Becker, il a travaillé sur la question des normes et des entrepreneurs de morale. Alors, les entrepreneurs de morale, c'est qui? C'est des gens qui, dans une société, n'ont pas envie que les choses changent. Donc, ils vont rentrer en guerre, hein, ils vont mener des croisades, ça, ce sont les mots de Becker, pour pouvoir conserver, finalement, une morale, d'accord ? Et surtout, éviter que les normes évoluent, d'accord ? Donc, conserver une société telle qu'elle est. Donc, ça veut dire aussi, ce qu'il y a derrière tout ça, en matière de jeunesse, c'est ce qui a été fait très longtemps, c'est-à-dire comment on demande aux jeunes d'intégrer les cadres des adultes et comment on n'écoute pas les jeunes sur l'évolution possible
des cadres d'action publique, d'action du point de vue de la jeunesse. Donc, l'idée là, c'est de dire, pour trouver une place, eh ben, il faut laisser place. Pour que les jeunes trouvent une place, il faut laisser place. C'est-à-dire qu'il faut co-construire et il faut laisser place. Alors, sur la question des places, je pense que j'ai encore 5 minutes, c'est ça? Sur la question des places, c'est, moi, je le détermine à 3 niveaux, 3 formes de places. Je l'ai travaillé comme ça, mais c'est pareil, hein, c'est toujours en train d'évoluer. Donc, il y a plusieurs formes de places pour moi. Il y a la place que l'on choisit, la place qui est dédiée et la place qui est attribuée. Je vais essayer de vous expliquer comment je le travaille. La place dédiée, quand on a une place dédiée, vous n'avez aucune liberté. Elle va s'imposer à vous. D'accord ? Elle va être pensée par d'autres. Donc, on va vous dire, c'est pour ton bien, c'est pas négociable. On va vous mettre dans une situation où vous allez être obligé d'accepter la place que l'on va vous dédier. D'accord ? Elle va vous être destinée. D'accord ? Par exemple, quand vous mettez en place des espaces de participation, alors ils ne sont pas tous comme ça, mais des espaces de participation dédiés aux jeunes pour la participation, d'accord ? Vous dédiez une place aux jeunes, donc vous leur dites, là, dans cet espace-là, tu vas participer. Ailleurs, tu ne peux pas participer. C'est dans ces espaces-là qu'on participe. Donc, on va mettre les jeunes dans une place que d'autres ont choisie pour eux, en leur disant, là, tu participes. Ailleurs, tu ne participes pas. D'accord ? Donc, en le montrant comme ça, c'est vrai qu'on se dit toujours, on fait des espaces pour que les jeunes participent, pour recueillir leurs paroles. N'empêche qu'en faisant ça, en disant, là, il y a un espace pour participer aux jeunes, ça veut dire qu'ailleurs, en délimitant un espace, ça veut dire qu'ailleurs, ils n'ont pas à participer. Ils ne participent que là. Donc, on va leur dédier une place où là, ils seront des jeunes qui participent. Ailleurs, ils seront autre chose. La place attribuée, elle est accordée. Donc, d'autres décident à nouveau pour nous, d'accord ? Mais ça va être sous forme d'injonction. On va vous demander, on va vous attribuer, on va vous dire, vous êtes là et vous n'êtes pas ailleurs. Donc, les jeunes, on dédie un espace et on attribue une place de participants à un endroit bien précis. Donc, la place est dédiée et on vous y attribue la nécessité, la mission d'y participer, de vous engager. D'accord ? Et la place choisie, évidemment, c'est la place que l'on va décider de construire, co-construire dans les interactions, dans les rencontres, et qui va être une place qui va nous permettre de nous exprimer et d'être acteur social. Voilà. Donc, vous voyez bien comment, dans les interactions avec les institutions, et même quand on le fait de bonne foi, et ben quelquefois, on agit en enfermant les jeunes dans des cadres et dans lesquels les interactions ne sont pas de réelles interactions, c'est juste de l'interaction qui va maintenir le lien, mais qui ne vont pas être des interactions qui vont permettre de déconstruire et reconstruire, d'accord ? Et en maintenant les jeunes dans ces cadres dédiés ou construits par des adultes, on va empêcher finalement la société d'évoluer et on va refuser aux jeunes de prendre place. Pourquoi ? Parce que prendre place, c'est la possibilité de participer au projet de société. Donc, ça veut dire de participer à l'évolution de la société. Or, souvent, on ne laisse pas les jeunes participer à l'évolution de la société. Donc, prendre place, participer au projet de société, d'accord ? Faire place, ça va être comment on accompagne le processus de socialisation et comment on accompagne finalement ces jeunes à agir dans la cité, d'accord ? Et donc, pour tout ça, il faut développer une réflexion autour de la jeunesse, autour des jeunesses, autour de leurs possibilités, autour de leurs envies, d'accord ? En pensant, en repensant, en recomposant la sphère politique et l'action publique, c'est-à-dire en arrêtant de penser que quand on agit dans la cité, c'est l'affaire que des adultes ou des spécialistes, et en pensant que agir dans la cité, c'est l'affaire de tout citoyen. Donc voilà, donc pour conclure, peut-être, et puis après, je suis passée peut-être un peu vite sur plein de choses, mais c'est le temps qui est imparti. Pour conclure, moi, je dirais que la place des jeunes dans une société, elle dépend finalement des orientations d'action publique.
s'il n'y a pas d'orientation d'action publique au départ, ça va être très compliqué de pouvoir avoir une réflexion politique autour de la place de la jeunesse. On aura beau, on a beau mettre, quand on est professionnel, on a beau mettre en place des choses, s'il n'y a pas une décision politique qui vient appuyer, c'est très compliqué à pouvoir développer ces choses-là. Ce qui est important aussi, c'est ce que l'on met en œuvre, ce que les collègues de Sciences Po appellent les instruments d'action publique, tout ce que l'on utilise, vous savez, le projet, les espaces d'engagement et tout, ce sont des instruments en fait d'action publique. Et tout ce que l'on utilise là, souvent, ce sont des choses qui viennent a priori ou d'ailleurs. Ils ne sont jamais ou rarement co-construits avec des jeunes. Donc, ils sont imposés finalement aux jeunes. Et ce qui pose vraiment problème, parce que ça veut dire qu'on considère que les jeunes ne sont pas capables d'avoir une réflexion politique, finalement, très souvent. Donc, il faut arrêter de penser que la jeunesse est en devenir, donc qu'elle a le temps d'attendre et qu'elle prendra des décisions quand elle sera grande. Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis, moi, ce que je défends là depuis quelque temps, c'est l'idée qu'il faut arrêter de catégoriser par âge, mais de se dire que quand on a affaire à des jeunes ou des moins jeunes, en fait, on a affaire à des citoyens. Et comment, du coup, on repense les actions en ayant en face de soi des citoyens et non pas des jeunes, des moins jeunes, des enfants, etc. Pourquoi ? Parce que si on pense en matière de citoyens, on va pouvoir penser action dans la cité et on ne va pas penser prise en charge des 10, 15, des 16, machin, etc. Prise en charge, ça veut dire encadrement, machin, hein, mettre dans des dispositifs, etc. Mais bien discuter avec des citoyens, c'est construire la cité de demain, quoi. Voilà. Et je crois que j'ai tenu le temps. Ce qui est un exploit pour moi. Merci beaucoup, Véronique. C'était effectivement très, très riche. Bravo pour le respect du temps qui t'était alloué et imparti. Très bien. Du coup, je passe peut-être la parole à Cathy qui a, comme un peu nous tous, pris des notes, regardé les échanges dans le chat et fait remonter quelques à la fois remarques, questions. Je te laisse la parole, Cathy, pour éventuellement faire les premières questions. Oui, donc il y a eu, alors déjà il y a eu un échange sur les auteurs que tu as cités, les titres des livres. Donc voilà, donc je ne sais pas si tu as prévu aussi de diffuser une bibliographie, mais bon, il y a eu des réponses aussi dans les discussions. Donc voilà, ensuite, je ne sais pas, peut-être commencer par les deux premières réactions. Alors une, tout au départ, quand tu parlais de la jeunesse comme objet politique, la question était soulevée, est-ce qu'on parle de la jeunesse comme objet politique ou comme objet du politique? Et précision sur la question des signes, est-ce qu'ils sont entre la trace, le symbole? Voilà, précision un petit peu sur ce que ça recouvre, ces termes. Alors, objet politique ou du politique? Ah ben, ça peut être les deux, j'ai envie de dire, parce que tu n'as pas 4 heures. Hein. Comment? Tu n'as pas 4 heures. Hein. Bah, ça va. C'est une belle question. Ça pourrait être un beau sujet, effectivement, de philo. Un objet politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, dans une société, on se dit que finalement, la jeunesse, c'est un temps qui existe. Parce qu'avant ça, la jeunesse, c'était, quand on regarde l'histoire de la jeunesse, c'était que des histoires de temps très court, j'arrive pas à me rappeler le mot, bon, enfin, je vais y arriver, vous inquiétez, je vais trouver mes mots. Par exemple, c'était des rituels, en fait. La jeunesse, c'était posé par des rituels. Par exemple, je dis toujours l'exemple le plus flagrant, messieurs, vous aviez le service militaire à une époque, alors, je ne sais pas s'il y en a qui y sont partis, donc avant de partir au service militaire, vous étiez des gamins, en revenant, vous étiez des hommes. Mesdames, à l'époque,
quand vous savez, c'était l'époque où on se mariait et qu'on n'avait pas de relations sexuelles avant le mariage, vous vous rappelez, enfin, cette époque il y a longtemps, et ben, les femmes devenaient des femmes parce que c'était leurs premières expériences de relations sexuelles. Voilà. Et puis, il y avait des rituels, enfin, brûler ses cahiers en place publique, etc. Donc, la jeunesse, c'était vraiment qu'un temps de rituel. Et puis, progressivement, les sociologues montrent comment la jeunesse s'est étirée et comment, à un moment donné, parce qu'il y a eu des organisations au niveau de l'État, par le biais de ministères ou de secrétariats d'État, que l'on va en faire un objet politique. C'est-à-dire qu'on va dire la jeunesse existe et on va y mettre en place derrière des dispositifs d'action publique, etc. Donc, on va le prendre en considération dans l'action publique. Voilà. Et objet du politique, évidemment, alors là, on est en période électorale. J'adore les périodes électorales et surtout les présidentielles, c'est super intéressant. Je vous encourage à écouter tout le monde, vous allez voir. Moi, je cherche toujours où est la jeunesse dans les discours politiques des différentes élections présidentielles que j'observe depuis de nombreuses années. Et évidemment que c'est un objet du politique, c'est-à-dire que le politique, il s'en sert, il s'appuie dessus, on sait très bien, par exemple, je vais vous donner un exemple pour décaler sur les élus, mais par exemple, on sait très bien que quand on a la responsabilité de la jeunesse dans une ville repérée à problème, par exemple, quand je travaillais en Seine-Saint-Denis, quand on était directeur de service jeunesse, par exemple, à Saint-Denis, ou élu à la jeunesse à Saint-Denis, et que ça se passait bien, alors ça se passait bien, ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de voiture qui brûlait, d'accord, soyons clairs. Hein. Et sur le CV, c'était super bon, quoi. Hein, on était bien sur la jeunesse, c'est bien un objet du politique, c'est-à-dire qu'on s'en sert, d'accord, pour pouvoir accéder à autre chose. Bon, voilà. Donc oui, c'est les deux. Mais comment nous, enfin, moi, j'ai pas envie que ce soit le deuxième, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu là. Et sur les signes et signaux, en fait, sur les interactions, les signes pour les interactionnistes, ça va être ce qu'ils vont aller étudier, repérer, regarder, travailler, analyser, qui vont permettre de montrer l'interaction. Par exemple, ce qu'on va aller regarder, dans une interaction, on va aller regarder comment les gens sont positionnés. Vous savez qu'il y a des gens qui se mettent plus ou moins proches. Dans une interaction, vous savez que l'action, ce qui a été montré par des chercheurs, quand vous touchez quelqu'un, vous n'avez plus d'impact sur ce que vous êtes en train de lui raconter, etc. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant de tous ces trucs-là, mais c'est des trucs super intéressants à connaître. Et comment vous êtes habillé, etc. Mais les signes, ça va être ça, c'est comment vous êtes habillé, comment vous vous mettez en scène, d'accord ? Comment vous utilisez des techniques de langage pour maintenir l'interaction, c'est tout ça, les signes. En fait, ce sont des signes que l'on va pouvoir observer et qui vont nous permettre de comprendre, de démonter le mécanisme de l'interaction. Voilà. Donc, ce ne sont pas des signes, je ne sais plus ce qui avait été, je ne sais plus ce que tu me disais, Cathy, sur les signes. Oui, c'était voilà, juste une demande de précision sur la question des signes. Alors, sachant que c'était en début de ton intervention, donc peut-être qu'il y a eu des éléments. Enfin, voilà. Ensuite, c'était Caroline, mais oui, en plus, elle est partie. Je crois que je l'ai vue partir entre-temps, malheureusement. Je continue donc sur les discussions. Donc il y a eu des interventions sur les mots à la mode. Alors le aller vers, les jeunes invisibles, qu'il faut absolument capter. Ouais, moi j'adore ça. Moi j'adore quand on nous dit alors les jeunes invisibles, il faut les attraper. Ou les jeunes invisibles sont tant et tant. Et je dis toujours mais ils sont plus invisibles du coup puisque enfin, c'est comment l'institution rend visible des jeunes qui qualifient d'invisibles. C'est juste extraordinaire, quoi. Alors là, il ne me faut pas 4 heures, il me faut 6 heures, mais c'est vraiment… Enfin, comment on peut demander à des gens de capter des jeunes invisibles puisqu'on ne les voit pas. Enfin, ils sont où? Alors après, derrière invisible, on sait bien, c'est le non-accès. Enfin, là, je fais exprès de pousser. Je sais très bien comment c'est capté, mais l'usage des mots, il faut faire attention, quoi. Hier, j'étais au Nush Pro, là, on en discutait avec Cathy, et il y avait des discussions sur une table ronde où on parlait d'engagement et de participation des jeunes, et on ne me parlait que d'engagement pour aller voter.
Et je leur disais, l'engagement des jeunes, ce n'est pas que le vote. Enfin, bon, la participation des jeunes, ce n'est pas que le vote au présidentiel. Donc, il y a des usages de mots comme ça où il faut vraiment réinterroger les mots, quoi. Donc, aller capter les jeunes invisibles, c'est trop drôle, quoi. Enfin, c'est une maxime qu'il faut afficher, quoi. Parce que ça, c'est… Enfin bon, ça c'était juste une réflexion. Oui. Alors, il y a un témoignage, donc je vous le lis. Donc, ce qu'on essaye de faire avec nos chantiers éducatifs en ZRR, c'est de mettre en mouvement des jeunes en mixant les publics et en leur proposant des supports de travail encadrés par un encadrant technique. Les interactions s'en trouvent renforcées par le fait que l'on est exposé dans la cité et que donc, sur ces moments, on permet aux jeunes de se montrer sous un angle différent. Si vous le souhaitez, je peux présenter ce projet plus avant, Club de prévention. Mais ça, c'est intéressant. C'est comment… Alors, il faut évidemment qu'il faut toujours faire attention. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans la mise en scène de la jeunesse comme quelque chose qui serait de l'ordre de… Vous voyez, regardez, on a des jeunes, voilà, comme ils sont bien, et regardez ce qu'ils font. Mais je comprends pas ça, là, l'exemple. Mais c'est vrai que c'est important. C'est-à-dire que… il y a eu une période où on a dit, mais on le dit encore, un bon jeune, c'est un jeune qu'on ne voit pas. Donc, comment on va demander à des professionnels de la jeunesse de faire en sorte de faire disparaître les jeunes de l'espace public? D'accord, ça a été toute une commande politique, mais ça l'est encore dans certains endroits. Et je trouve que justement, d'être en capacité de dire, bah, regardez, on fait des choses avec les jeunes, où les jeunes font des choses avec nous, parce que c'est aussi ça. C'est ça et regardez, voilà, finalement, ils sont pas dangereux ou ils peuvent faire des choses, etc. Je trouve que c'est bien parce que c'est aussi remettre les jeunes au cœur de la cité. Et ça manque énormément. Jusqu'à présent, on a des effets de disparition, alors de mise en invisibilité, là, pour le coup, si je peux reprendre, forte de la jeunesse, quoi. Donc, pouvoir faire des actions et puis pouvoir mettre en lumière les actions que font les jeunes, dans lesquelles les jeunes sont inscrits et valoriser, c'est aussi bien, enfin, c'est bien pour les jeunes, mais pas que, c'est bien aussi pour tout l'entourage, les gens qui sont autour. Et puis, c'est aussi, vous savez, il y a Simmel, qui est un sociologue, il dit, il a travaillé sur les questions de la figure de l'étranger et il montre comment plus les choses nous sont étranges, plus elles nous font peur finalement. Et la question de l'étranger, en fait, la figure de l'étranger, c'est comment on rend familier quelque chose qui nous est étranger. En se le rendant familier, on va être plus amène de le comprendre ou d'essayer de le comprendre. Donc, on va le rapprocher. Et rapprocher des choses qui nous sont éloignées, plus les choses nous sont éloignées, moins on se sent concerné. Donc, comment on peut rapprocher et comment on peut aller découvrir finalement l'autre. Donc, comment on peut montrer que les jeunes, ce n'est pas que des feignants qui n'ont pas envie de bosser ou qui sont déviants, voilà. Sachant qu'on est tous déviants, bien sûr. Quand on travaille le concept de déviance, on sait qu'on est tous déviants. Alors, il y avait une question sur est-ce que tu as publié un document qui développe ton travail de recherche, sachant qu'il y a une réponse qui a été amenée aussi, disant qu'on peut trouver ton travail sur HAL, les archives ouvertes, sur le net. Moi, il y a j'ai un blog, j'ai plein d'endroits où je dépose plein de trucs, parce que moi, mon principe, c'est de mettre à la disposition de tous les travaux de recherche. Donc, j'essaie de les mettre un peu à disposition de tous. Parce que sur les archives ouvertes, là, HAL, c'est les archives ouvertes, c'est mon HDR, en fait, mon habilitation à diriger des recherches. Donc, c'est la note de synthèse. Donc là, il y a la synthèse de tous mes travaux. En fait, le principe de la note de synthèse pour obtenir l'habilitation à diriger des recherches, c'est on revient sur l'ensemble de ces travaux. Et donc, il y a la synthèse de mes travaux, il y a des exemples de mes recherches et il y a une conceptualisation qui va plus loin, quoi. Voilà. Donc là, il y a tout. Enfin, tout ce que j'ai fait avant, quand j'ai fait mon HDR, parce que j'ai continué à travailler depuis. Alors, il y a des demandes d'idées, d'expériences ou de choses que tu as pu rencontrer. Alors, sur l'idée de ne pas scinder les populations, de mettre en place des temps de participation citoyenne. Et ensuite, donc la question comment être à la place laissée sans proposer d'espace dédié à la participation en amont. Voilà, donc est-ce que tu as des éléments éclairants là-dessus?
Ouais, l'idée, alors il y a des expériences de plus en plus. Alors, je dois dire que ça, sur les questions de jeunesse, de réflexion politique autour de la jeunesse, etc., je trouve qu'il y a de vraies avancées actuellement. On voit qu'il y a des choses qui changent. Voilà. Donc, je pense qu'il y a mieux, enfin, on interroge de mieux en mieux cette question de jeunesse. Et je pense que des professionnels sont de mieux en mieux formés aussi et que du coup, on a de plus en plus de connaissances qui font qu'il y a des choses qui évoluent pas mal en ce moment, moi, ce que je vois sur le terrain. Après, sur les mises en, en, en échange, il y en a plein des expériences, ce sont des micro-expériences évidemment, mais à partir du moment, il y a des endroits où à partir du moment où on a une question à traiter, on ne va pas… le plus classique, l'organisation la plus classique, c'est de dire, par exemple, on a un conseil de jeunes, le conseil de jeunes va nous donner notre avis, d'accord? Et moi, j'ai suivi des expériences où on disait, il y a des conseils de citoyens, des conseils de jeunes, de vieux ou de troisième âge ou de machin. C'est des espaces dans lesquels les gens ne sont pas inscrits ou pour un mandat où ils doivent être là. Enfin, vous voyez les trucs. Vous voyez toutes ces organisations hyper structurées d'une autre époque parce que ça ne marche plus comme ça. Ce sont des espaces où on va dire, voilà, aujourd'hui, on doit parler de tel problème. D'accord? Eh ben, on réunit, donc on ouvre cet espace-là pour venir discuter. Donc cet espace, il est ouvert à tous. Alors au début, quand on a commencé à faire ces expériences-là, les jeunes ne venaient pas parce qu'ils ne se sentaient pas concernés, parce qu'ils se disaient qu'ils allaient se retrouver avec les adultes qui allaient prendre la parole et tout. Donc il y a eu un travail, il y a eu notamment dans certains endroits un travail d'accompagnement de professionnels de la jeunesse qui ont commencé à discuter, expliquer ce qui pouvait se passer dans ces espaces, comment ces espaces pouvaient être organisés, proposés, etc. Et donc progressivement, en fait, c'est une question de changement d'habitude et de représentation. Donc progressivement, les jeunes sont venus s'associer aux adultes. Pourquoi? Parce que dans ces espaces-là, les adultes leur ont laissé la place. C'est-à-dire que quand un jeune, vous savez, quand les jeunes parlent, des fois on dit ouais, bon, bah, ils sont jeunes, quoi. Enfin, oui, ou ils n'ont pas la capacité de réalité, ou ils ne se rendent pas compte, etc. Que dans ces espaces-là, le travail, il est fait pour que chaque parole ait le même poids et soit entendue de la même façon. Ce n'est pas pour ça qu'on va accepter tout ce qui est proposé, mais que tout ce qui va être proposé va être mis en débat de façon égale, c'est-à-dire pas en disant bah, lui, c'est un élu, c'est important ce qu'il dit, ou lui, c'est un jeune, c'est pas important. C'est comment on arrive dans ces espaces-là à mettre la parole à la même hauteur pour tous, quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Donc, pas de hiérarchisation de la parole. Et comment, quand quelqu'un parle, eh ben, on écoute et puis on met en débat. Et ce n'est pas parce que c'est un tel qui va parler qu'on va accepter, c'est comment on met en débat. Donc, en fait, comment on rentre dans une société où on revient, où on retrouve, je ne sais pas comment le dire, une société dans laquelle on a de vrais débats, de vrais échanges, et où on n'a pas peur du conflit et de la controverse. Parce qu'aujourd'hui, en France, on est sur une société lisse. C'est-à-dire qu'on trouve des consensus mous. Vous savez, les consensus mous, là. C'est-à-dire, bon, alors, tout le monde est d'accord, allez, super, on s'en sort bien. Voilà. Et alors que ce n'est pas ça, la démocratie. Et agir dans la cité, ce n'est pas ça. Agir dans la cité, c'est être en capacité de savoir exprimer son avis, de pouvoir le mettre en débat, que ça fasse un objet de discussion, d'échange, de débat, de controverse. Et c'est parce qu'il y a des controverses qu'on évolue, qu'on avance, quoi. Et si on est tous d'accord, ça n'a aucun intérêt, quoi. Voilà, c'est pas la peine de se réunir. Si on est tous d'accord, on met un dictateur à notre tête et puis tout va bien. Il pense pour nous et on est tranquille, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment perdu. Et ça, c'est des choses qui étaient fortement développées à une époque dans les espaces d'éducation populaire où il y avait, moi je me rappelle quand j'étais gamine, il y avait des ciné-débats qui étaient organisés, par exemple. Et dans ces ciné-débats, moi, j'y allais, j'étais toute gamine. Et tout le monde avait le droit de poser des questions, de débattre à la fin. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'était pas capable de formuler correctement une phrase, ce n'est pas grave, il avait le droit de s'exprimer. On travaillait, on discutait, on échangeait. Et c'est comme ça qu'on apprenait. C'est comme ça, moi, que j'ai appris à prendre la parole en public. C'est comme ça que j'ai appris à formaliser des questions, etc. Ces espaces-là, ils manquent cruellement aujourd'hui. D'accord? On est tombé dans une société du consensus, on est tous d'accord, pas de conflit, c'est merveilleux, on s'entend tous, etc. Ce qui est faux. Donc, comment on remet en place des espaces de conflit autorisés? C'est-à-dire, c'est des espaces dans lesquels on va pouvoir discuter, échanger en sécurité, c'est-à-dire qu'on ne va pas se faire
tuer ou taper parce qu'on n'est pas d'accord avec le voisin, d'accord? Mais comment on arrive à mettre en place, et ça, je pense que c'est le rôle des professionnels, et alors, si on parle de jeunesse, du coup, des professionnels de jeunesse, comment on apprend à remettre en place des espaces dans lesquels on va pouvoir discuter, échanger, débattre, apprendre à construire, apprendre à s'autoriser à prendre la parole, apprendre à s'autoriser à dire je ne suis pas d'accord. Et pas je ne suis pas d'accord, je vais t'en mettre une, je ne suis pas d'accord, voilà pourquoi, comment j'argumente et comment j'accepte les arguments des autres et comment on co-construit finalement des pistes, des solutions, des pistes de réflexion. Et ça manque cruellement. On est dans une société où on n'a plus ce système de controverse. Moi, quand je dis à mes étudiants, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je vous écoute. Alors, je ne parle pas des masters, là, parce qu'eux, ils le font bien, mais sur les licences, nos petits jeunes, à la fac, les licences, c'est nos petits jeunes, mais ils me regardent, ils se disent, ça ne va pas, quoi. Eux, ils ont intégré, je leur dis, bravo, félicitations, vous avez bien intégré la forme scolaire. Le maître parle, les élèves se taisent. Mais c'est ça, hein. Et on est dans une société comme ça. Donc, ça, ce n'est pas possible, ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment remettre du débat, remettre de l'affrontement, remettre de la controverse, mais pas de l'affrontement mise en scène à la télévision, sur BFM Télé ou ailleurs, pour nommer que, il n'y a pas que, hein, mais bien un débat constructif, quoi. Derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, je trouve que c'est de notre devoir, nous, d'adultes, c'est un devoir d'éducation dans la société. C'est notre devoir d'adultes, mais de transmettre ça et d'accepter que les jeunes nous transmettent aussi ce genre de choses, quoi, et ce genre de demandes. Il y a justement, effectivement, concernant l'éducation nationale, une intervention. Donc, aller vers la place choisie n'implique-t-elle pas une réforme profonde de l'éducation nationale qui ne promeut aujourd'hui absolument pas l'autonomie, la créativité et la prise de participation? Voilà. Et j'en profite aussi sur une autre intervention. Pendant que l'on réfléchit ou mettons en place ces espaces de participation, ne passons-nous pas à côté d'espaces de participation spontanée incluant des jeunes? Alors, sur l'école, l'école, c'est une institution qui a été créée il y a de nombreuses années, par laquelle on passe tous, donc qui nous marque tous, d'accord, profondément. Ces questions en sciences éduques, quand on travaille les questions de la forme scolaire, on voit bien comment l'école nous a tous marqués. Voilà. Et c'est sûr que c'est un espace qui, à mon sens, alors là, ça n'engage que moi ou que les recherches que je mène, mais qui aurait besoin effectivement de changer, d'évoluer. Il y a des endroits à l'école, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, il y a des enseignants à l'école qui travaillent sur ces questions de parole, ces questions d'argumentation, de formulation, etc. Il y a des endroits où ça se fait, il y a des endroits où ça ne se fait pas. Peut-être qu'il faudrait commencer par former les enseignants aussi à ça, parce que le problème, il est bien là, c'est-à-dire que quand on a un certain nombre quand on est alerté, quand on a un certain nombre de compétences, on peut s'autoriser dans une classe à lancer du débat, etc. Quand on n'est pas assuré de sa posture, quand on n'est pas assuré de ses savoirs et quand on se sent fragilisé face à des enfants, on ne peut pas lancer un débat. C'est impossible. Moi, quand je lance un débat dans un amphi de 400 étudiants, je prends des risques. Hein. Je ne sais pas comment ça va se passer. D'accord ? Donc, un enseignant qui a été formé essentiellement pour passer un concours, qui a ensuite des heures de formation derrière, mais qui se retrouve face à une classe, il n'est pas assuré. Enfin, je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé face à une classe mouvementée. Faut tenir quoi, en face à. Donc c'est comment on repense peut-être déjà la formation des enseignants, mais comment on repense la société, parce qu'on peut toujours dire l'école est mal faite et les enseignants sont mal formés, mais ça vient aussi du projet de société que l'on a. C'était comment on repense un projet de société qui va du coup amener une réforme des institutions et du changement. Tant qu'on n'aura pas pensé un projet de société dans lequel on pensera à ces questions de place, de démrocatie, de parole et d'argumentation, enfin de tout ce qu'on a parlé là, derrière, ça ne marchera pas, quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est parce que les acteurs vont bouger que tout ça va bouger, quoi. Donc, comment on repense un projet de société? Pour l'instant, on est dirigé par les institutions qui ont des fonctionnements qui datent un peu, je vais le dire comme ça pour être soft avec l'école.
Et sur les espaces de participation, évidemment que c'est pas… Enfin, avant de commencer à se dire on va créer des espaces de participation, ce qui serait bien, c'est de regarder ce qui se passe autour de nous. Il y a des endroits, par exemple les jeunes, vous savez comment ils sont. Alors, on n'aime pas les voir dans l'espace public, mais ils adorent y être. Et pourquoi? Parce que ce sont des lieux de socialisation, de rencontres, de construction identitaire. Enfin, je vous passe. Et c'est comment on repère finalement où sont les jeunes naturellement, comment ils se retrouvent, ils se rencontrent, parce que là, ce sont des espaces de participation. C'est pas partir sur de l'artificiel systématiquement, c'est impulser s'il y a besoin, mais c'est aussi regarder ce qu'il y a autour. Et puis surtout, moi je dis toujours, c'est demandez-leur aux jeunes. Hein. Il suffit de leur discuter, de leur dire, hein, de leur demander. Et au fait, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, il y a des jeunes qui vous diront, bah, je ne sais pas, parce que je vous rappelle qu'on les a quand même bien formés à être dépendants d'activités, etc. On le voit dans les études, là, la dernière étude qu'on a menée là, sur la participation de la jeunesse sur les questions de développement durable, là, quand je suis en train de terminer là, avec 2 collègues. On voit bien, hein, les jeunes, ils nous disent, nous, on veut bien participer, mais si on ne nous organise pas des espaces de participation, on ne sait pas faire. Hein, d'accord ? Donc, on est bien avec des jeunes qui ont été formés comme ça. Hein. Donc, comment on redéconstruit tout ça quoi, derrière ? Donc, comment systématiquement, on ne les remet pas dans des espaces, comment systématiquement, on ne crée pas de nouveaux espaces, comment on regarde ce qui se passe autour de soi et comment on discute avec les jeunes, et comment on construit avec les jeunes. Oui, donc sur l'éducation nationale, donc une autre intervention, donc quelqu'un qui dit l'éducation nationale, ça dépend toujours et uniquement du principal. Nous avons la chance ici au Collège de Belve d'avoir un proviseur qui a fait confiance à des associations spécialistes de la jeunesse et du coup, nous développons un tas d'actions en complément du parcours scolaire. La semaine prochaine, ciné débat My Beautiful Boy avec Kamel Geloul en animateur de débat. Le problème est souvent le même. Quand on a les élus ou chefs de service qui veulent mettre en place des actions, on le fait. Mais quand on se heurte à d'autres priorités que la jeunesse, alors il est compliqué d'agir. C'est sûr que l'école, enfin, longtemps, elle a été fermée sur elle. Hein, donc, ce qu'on dit, ce que développe tout le monde, c'est de dire l'école, elle doit être ouverte sur. Enfin, elle a été, il y a très longtemps, elle était ouverte sur l'extérieur, puis elle s'est refermée sur elle-même. Et c'est comment on arrive à l'ouvrir. C'est vrai que ça dépend beaucoup des enseignants, des responsables, des chefs d'établissement, etc. Mais c'est comment on impulse et comment on montre que ce n'est pas dangereux d'ouvrir l'école, quoi. Voilà. Et que ce n'est pas parce qu'il y a des réglementations, etc., qu'on ne peut rien faire. Parce que souvent, les acteurs, mais pas qu'à l'école, hein, partout, se disent il y a des lois, il y a des réglementations de plus en plus compliquées, on ne peut plus rien faire, on ne fait rien. Donc, comment on arrive à s'adapter? C'est ça. Et comment on fait et comment on travaille en partenariat. L'éducation, ce n'est pas le fait que d'un espace ou d'un autre. Les jeunes et les enfants, ils passent d'espace en espace dans la journée et comment tous ces espaces sont des espaces éducatifs et non pas des espaces pour instruire, des espaces pour éduquer, des espaces… Vous savez, en France, on est très fort pour ça. Donc, c'est comment on pense une éducation dans un projet de société, comment tout le monde est concerné. Donc, alors je continue à lire. Hein, donc, quand on est vraiment en interaction, peut-on encore parler de jeunesse ou l'interaction ne vient-elle pas déjà faire société en laissant chacun à sa place? Ensuite, une autre intervention, donc, sauf que le fait de s'autoriser à prendre la parole ne repose pas que sur les individus. L'exemple que vous donnez sur vos étudiants de licence est parlant. Ce n'est pas parce que les étudiants ne veulent pas prendre la parole qu'ils ne la prennent pas. Ce ne sont pas les individus qui doivent bouger, mais les structures, il me semble. Donc, quelqu'un qui réagit, donc ce n'est pas les jeunes qu'il faut former, mais les vieux, les adultes. Voilà. Et une autre illustration intéressante, donc dans le domaine de la prévention en addiction, quand un jeune de 20 ans s'exprime face à des jeunes de 15 ans, c'est plus pertinent qu'un adulte de 50 ou 60 ans. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre, ça fait beaucoup de choses. Donc, sur la question des interactions, quand on est en interaction, peut-on parler de jeunesse? Ou l'interaction ne vient-elle pas déjà faire société? Ça dépend quelle interaction on a. Parce que, par exemple, si on a une interaction d'un responsable vers un subalterne qui est une interaction, mais qui ne demande pas de réponse, d'accord ? Ce n'est pas la même forme que d'être en interaction
avec des gens à qui on dit vas-y, je t'écoute, dis-moi ce que tu penses et comment on peut co-construire. Vous comprenez que l'interaction, c'est l'action. Après, qu'est-ce qui se passe dans l'interaction? On peut avoir des interactions avec de la soumission en face de soi, d'accord, et du silence, mais on a de l'interaction. Donc, c'est comment justement l'interaction, on la développe et comment, en développant de l'interaction, on accepte que l'autre ait une place dans cette interaction-là. Mais pas n'importe quelle place, pas la place de soumis et silencieux, mais une place pour s'exprimer. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais c'est comment vraiment, faut se méfier. Ce n'est pas parce qu'il y a une interaction que tout va bien. Et c'est justement ce que regardent les interactionnistes et les effets des interactions. Parce qu'il y a des interactions qui sont perverses et qui soumettent. Quand on regarde les travaux des psychosociologues sur la soumission librement consentie, je ne sais pas si vous connaissez ces travaux-là, où on vous fait faire un truc que vous n'auriez jamais fait, mais que vous acceptez de faire, et en plus, vous le faites avec le sourire. Vous voyez ce genre d'exercice que travaillent les psychosociologues. Et ça, on le fait très souvent. On pourrait prendre l'exemple de ce qui nous est arrivé avec le Covid. C'est du pain béni pour les psychosociologues, je vous signale ce qui s'est passé là. Donc, attention, l'interaction, c'est pas parce qu'il y a interaction que tout est merveilleux, quoi. Donc, attention à ça. Et s'autoriser à prendre la parole, ça ne repose pas que sur des individus, ça repose sur un contexte. C'est quel contexte on a mis en place, quelle situation on a mis en place pour pouvoir permettre la parole. Quand je m'exprime, quand je parle avec mes étudiants ou les étudiants que j'ai en face de moi, et notamment ceux de licence, parce que les masters, ils sont pas du tout sur la même position avec moi, sur la même relation avec moi, sur les mêmes interactions avec moi. Mais les licences, quand je les ai en face de moi, ils ne s'autorisent pas à prendre la parole. Pourquoi? Parce que d'une part, l'école leur a dit que quand le maître parle, l'élève se tait. On est souvent en amphi, d'accord? Vous voyez les situations d'amphi, rien que la situation géographique. Vous avez le maître sur l'estrade et les élèves voilà, assis en face de vous, d'accord? Ça, cette situation. Et puis surtout, il y a le prof en face. Vous savez ce que ça renvoie. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, quand on était en pleine reconstruction à la fac, donc on était en plein travaux, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu, donc on était, voilà. Et j'avais, avec mes collègues, on plaisantait sur les travaux. Et ils disent, ouais, et ils me disent, je ne sais pas comment on en vient là, ils me disent, de toute façon, tu n'es même pas capable de faire cours avec un casque de chantier sur la tête, parce que je plaisantais sur le casque de chantier. Parce que mes étudiants observaient les chantiers, je les envoyais pour les former, observer les chantiers, et ils m'avaient raconté qu'il y avait des couleurs de casque de chantier qui donnaient les responsabilités. Bon, enfin bref. Et du coup, on parlait de casque de chantier, ils me disent, tu n'es pas capable de faire cours avec un casque de chantier sur la tête. J'ai dit, si. Donc, le lendemain, j'ai une collègue qui m'emmène un casque de chantier et je pars faire 4 heures de cours avec des L3, des 3e années de licence, avec un casque de chantier sur la tête. D'accord? Je me dis, ils vont me dire quelque chose. 4 heures, ils ne m'ont rien dit. Au bout de 2 heures, je fais la pause avec eux. Je vais boire mon café avec eux. Je garde mon casque sur la tête. Hein, d'accord? Toute la matinée, j'ai eu mon casque sur la tête. Hein. Je me suis levée, je me suis mis en scène. Hein. Je faisais tomber ma craie, je tenais mon casque pour ramasser ma craie. Enfin, vous voyez, je me suis mis en scène, j'ai essayé de... Et je fais mon cours, rien. À la fin du cours, j'ai un étudiant qui me dit, j'ai dit, bon, j'ai fini, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai désespéré, hein, je me suis dit. Et je vois un bras se lever tout en haut de l'amphi, il me dit, madame, pourquoi vous avez un casque de chantier sur la tête? Donc, il a fallu 4 heures pour qu'on me pose la question, d'accord? On s'est vraiment interrogé avec ça, avec les collègues, sur le poids, le pouvoir de l'enseignant. Comment les étudiants, donc comment, quand des étudiants vous positionnent sur un rapport de pouvoir, comment ils peuvent libérer la parole avec vous? Ça, c'est une vraie question. Comment des élus sont vus comme des gens de pouvoir? Comment on va libérer la parole avec eux? C'est compliqué, ça se travaille. Donc, ça se travaille. Donc, c'est comment dans l'interaction, au quotidien, je dis à mes étudiants, à chaque fois que je les ai devant moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et quand ils ne sont pas d'accord, je prends en compte leur parole. Je ne leur dis pas juste, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et quand ils me posent une question, je leur dis, vous, on verra ça à la fin du cours. Non, j'arrête mon cours, j'accepte de ne pas avancer dans mon cours pour avoir des échanges et des interactions. Mais ça, ça se travaille, c'est au quotidien, quoi. C'est tous les jours, tout le temps, pour ramener la confiance. Alors, ce n'est pas les jeunes qu'il faut former, c'est les vieux. Moi, je crois qu'il faut former tout le monde. Et, parce qu'il y a des jeunes qui sont aussi qui reproduisent. Hein. La société, ça les arrange. Et je ne sais plus ce que tu m'avais demandé, le domaine de la prévention. Ouais.
Alors, Quand les jeunes parlent aux jeunes. Ouais. Ça, dans la mise en miroir. Alors, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'effectivement, la mise en miroir, ça fonctionne bien avec les jeunes. C'est-à-dire quand on a des jeunes qui viennent témoigner auprès d'autres jeunes, ça passe bien aussi. Mais ça ne peut pas être que ça tout le temps non plus. C'est-à-dire que ça peut être une façon de faire parmi d'autres, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut solliciter des jeunes qui viennent parler de leur expérience, de leur retour d'expérience. C'est ce qu'on fait beaucoup dans plein de choses. Mais ça ne peut pas être que ça, quoi. Voilà. Mais je trouve que c'est bien. Puis ça valorise les jeunes. Alors, une illustration au centre social de Cajarc, où ils utilisent la radio comme outil d'interaction, de parole, de mise en valeur des initiatives locales. Donc, ils sont en construction. Et l'idée est notamment de constituer un groupe éditorial formé d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Ça, moi, je trouve que c'est un super outil, la radio, et j'en suis tellement persuadée que je l'ai rentré dans la formation des masters cette année dont j'ai la charge. Et je trouve que c'est un super outil, la radio, parce que ça permet d'accéder à la parole, ça permet de diffuser, ça permet de s'entendre parler. Enfin, il y a plein de c'est très formateur, voilà, de faire une émission radio. Et au-delà de ça, ça permet aussi de montrer comment on peut porter sa parole, comment on peut discuter, échanger et porter la parole. Moi, c'est un outil qui est hyper intéressant, moi, je trouve, et qu'on a un peu perdu ces dernières années et qui revient quand même, je trouve, dans l'animation, etc. Moi, je l'ai carrément mis au cœur de la formation. Les masters, ils vont avoir à réaliser une émission radio. Ils vont être formés et ils vont avoir à réaliser une émission radio à partir de faire des podcasts, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment important. C'est un outil vraiment important. Oui, d'autant plus, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a des nouvelles formes aussi avec voilà, les podcasts, avec l'utilisation de réseaux sociaux qui… Alors ensuite, donc, vous pointez les limites de la notion de devenir, mais pourtant votre consoeur Cécile Van de Velde a écrit un ouvrage intitulé « Devenir adulte » qui montre, tout comme vous, que la société française est une société qui, à défaut de prendre en compte le devenir, les identités changeantes, la recherche d'expérimentation, est une société qui programme sa jeunesse. Elle évoque les rails de la jeunesse ou une société anxiogène. Finalement, vous dites avec des notions différentes la même chose, non? En fait, on ne les prend pas de la même façon. Alors, donc, je connais bien les travaux de Cécile. Hein. Elle est vraiment sur… elle prend le parti de dire donc il y a une structuration de la société à partir des âges. Hein, donc, il y a la jeunesse… voilà, il y a des histoires de génération. Et effectivement, on est quand même assez d'accord sur plein de choses. Hein. Mais effectivement, elle montre comment, quand les jeunes sont jeunes, on les amène à devenir adultes d'une certaine façon, alors, avec différentes phases et possibilités. Moi, ce qui m'intéresse là, donc elle, c'est comment on devient adulte, c'est-à-dire comment on prend une place d'adulte dans la société, comment on grandit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on n'a pas besoin de grandir pour prendre une place dans la société. C'est-à-dire que comment, à un moment donné, quand je bascule sur la question du citoyen, c'est pas pour rien, c'est pas parce que j'ai envie de casser les pieds à tout le monde, c'est parce que justement, en parlant de citoyens, j'efface les questions d'âge, de génération, etc. Et je dis comment, à un moment donné, une parole peut être entendue dans une société. Et que la parole, c'est pas parce qu'elle est portée, c'est pas parce qu'on est adulte, parce qu'on est devenu adulte qu'on a une parole, c'est pas parce qu'on est en devenir adulte qu'on va avoir une autre parole, etc. C'est comment on a une parole dans la société, comment on est des citoyens. Donc, on dit les mêmes choses, mais on n'est pas tout à fait sur les mêmes axes. Mais après, je suis absolument d'accord avec ce qu'elle raconte. Mais elle est vraiment sur comment on passe d'une génération à l'autre, dans ses propos, parce que là, pour les propos que vous citez, on est bien d'accord. Mais alors que moi, dans mes propos, là, aujourd'hui, je suis sur comment la parole, on est en capacité, on doit être en capacité d'entendre la parole de tout le monde. Et tout le monde, c'est pas… il y a des jeunes et des adultes. Moi, j'ai une petite fille de 2 ans qui parle, qui est une pipelette, quoi, et comme sa grand-mère, et qui parle tout le temps, là, et elle me dit des choses, hein, et elle dit des choses dont que je prends en considération, quoi. Voilà. Elle a des choses à me dire. Voilà. C'est pas une question d'âge. Hein. Voilà. C'est une question de situation, une question de comment on est et comment on peut s'exprimer. Voilà. Pour moi, c'est ça.
Un autre ouvrage, La pédagogie des rencontres et des conflits transculturels de Hervé Hott et Karl-Heinz Beetle, je ne sais pas comment on le dit, aux éditions Chroniques sociales. Donc très intéressant sur ces questions de prendre le conflit comme outil de transformation relationnelle, structurelle, sociale et culturelle dans les différentes dimensions et espaces. Alors, ce sont des gens qui travaillent à partir notamment Laurent Holt, qui travaillent à partir des questions de pédagogie sociale et pédagogie active. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Où les personnes sont acteurs, sont au centre. Enfin, c'est pas, on leur déverse pas un savoir, ce sont les personnes qui construisent à partir de leur savoir, qui vont monter en compétences, etc. Sur les pédagogies actives et les pédagogies sociales, c'est très intéressant ce qu'il fait Laurent Hoth, parce qu'il remet, il a jamais lâché lui, mais il y a eu dans la société, il y a eu une période où on était très branché pédagogie active, pédagogie sociale, et notamment dans le monde du travail social, des éducateurs spécialisés qui étaient formés à ça, dans l'animation un peu, mais c'était pas dit comme ça. On le faisait, mais on le qualifiait pas de pédagogie sociale, etc. Et c'est des choses qu'on a un peu perdues parce qu'on est rentré dans un système il faut être plus technicien, je vais dire, plutôt que militant, puisque vous savez, à un moment donné, on a dit que les gens qui travaillaient dans l'intervention sociale, il ne fallait pas qu'ils soient militants. Donc, on a mélangé militantisme et idéologie. Bon, enfin bref. Et du coup, on a rendu ces gens techniciens plus que militants, je vais le dire comme ça. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de m'insulter. Hein, et du coup, en devenant technicien, on a perdu toutes ces notions justement de pédagogie sociale, dans laquelle la pédagogie sociale, ce sont vraiment les acteurs qui, par le conflit, le discussion, l'échange, etc., vont construire la société, vont mener la société à évoluer, etc. C'est vraiment ce que je vous raconte depuis ce matin. On est vraiment sur les mêmes lignes, quoi. Alors, eux, ils sont un peu plus dans le militant dur, je vais dire, en disant le conflit doit être encore plus utilisé, etc. Mais ce sont vraiment des travaux très intéressants, ça, qu'il faut vraiment aller voir, quoi. Pour venir sur cette question de la ruralité, aussi, qui est un petit peu le fil rouge de nos visios, de notre démarche, il y a une interrogation là, que je partage sur le manque d'acteurs, de partenaires jeunesse en milieu rural qui ne facilite pas la tâche, avec un réseau jeunesse qui est trop souvent fondu avec l'enfance. La personne dit, je trouve que ce sont deux mondes différents, mais comment bosser le lien jeunesse quand l'animateur du territoire a un contrat 50% jeunesse, 50% enfance? Voilà. Et un peu précédemment, il y avait aussi juste une intervention sur les enjeux de la socialisation et des interactions en milieu rural. Alors, par rapport à cette histoire de manque, de manque de personnel, de manque de professionnels, de fait que la jeunesse est fondue avec l'enfance, il n'y a pas qu'en milieu rural. C'est un peu partout pareil. Très longtemps, on n'a pas fait cas en fait dans les prises en charge de la jeunesse. La jeunesse, c'était trop compliqué. C'était, je vous rappelle, hein, c'était la nécessité de paix sociale, etc. Et c'est plus facile pour l'action publique d'organiser la prise en charge de publics captifs, je vais le dire comme ça. Donc les enfants. Et donc la prise en charge des enfants, ça a été réglementé, régi, organisé. Très rapidement avec le travail des femmes qui s'est développé et la nécessité de rendre service aux parents, quoi, en fait. Je fais des raccourcis, mais bon, c'est ça le fond. Et très souvent, du coup, on a mis en place des services enfance, bon, d'abord, hein, et puis les services jeunesse, ils sont venus plus tard. On a commencé à les formaliser à partir des années 82-83, donc c'est assez récent dans les municipalités. Et avant, c'était, vous savez, c'était les fédérations d'éducation populaire, les centres sociaux, les MJC, etc., où les jeunes allaient. Et du coup, on n'a pas su trop quoi faire, finalement, puisqu'on avait des professionnels qui avaient la compétence enfance, qui connaissaient bien l'enfance, mais finalement, la jeunesse, on ne savait pas trop. Donc, souvent, c'est fondu enfance-jeunesse, voilà. Mais je suis d'accord qu'il y a des différences, mais il y a aussi des ressemblances. Enfin, on peut le travailler ensemble. Mais ça, ce n'est pas lié uniquement au milieu rural. Et dans le milieu urbain ou dans les quartiers populaires, par exemple,
Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la jeunesse est à part et comment la jeunesse concerne essentiellement les garçons. Voilà, parce que vous savez, les filles, on ne se traîne pas dehors, tout ça, c'est gentil, ça ne fait pas de bruit. Et enfin, je suis un peu ironique là. Mais du coup, ce sont les jeunes garçons qui sont la cible souvent des services jeunesse. Et c'est pour ça que très souvent, on a vu des animateurs hommes en charge des jeunes. Voilà. Très souvent, on a des animatrices femmes en charge des enfants. C'est très stéréotypé, hein, le métier. Et des animateurs hommes en charge des garçons, parce qu'il faut les tenir, parce que ce sont essentiellement des garçons, voilà, les jeunes. Et ça fait tout à fait écho avec la visio précédente donc de Yael Anselem Mangui sur cette question des filles en milieu rural. Donc, c'est une vraie difficulté. Après, je pense que ça se travaille auprès des élus aussi, ça se travaille auprès des décideurs politiques, d'expliquer que la jeunesse, c'est quelque chose de particulier, qui a besoin d'un temps plein, parce que quand je vois 50% enfants, 50% jeunesse, que ce n'est pas la même chose, ça se travaille en lien, mais il faut qu'il y ait des temps particuliers, etc. Ça se travaille. Les professionnels, ils doivent amener une expertise auprès des élus. Ils sont formés pour ça, normalement. Ils sont là pour ça. Après, bon, les élus les écoutent plus ou moins, je suis d'accord avec vous. Mais normalement, ce sont les professionnels qui amènent une expertise. Donc, ils doivent amener cette information-là auprès des élus en leur expliquant ce qui se passe, etc., en les emmenant sur le terrain, en les faisant venir leur montrer comment ça se passe, quoi. Mais il faut l'expliquer, parce que souvent, les élus aussi, ils prennent des décisions à partir de représentations qu'ils ont de l'enfance, de la jeunesse, etc., quoi. Donc, tout ça se déconstruit, ça se travaille. Oui. Et on peut noter quand même une évolution aussi alors je pense par exemple sur les financements alors au niveau de la CAF, avec des financements qui avant étaient vraiment fléchés sur le nombre d'enfants et donc de jeunes présents, et qui maintenant développent la prestation de services jeunesse qui on l'espère, devrait permettre de revenir sur le champ que tu cites. Voilà. Oui, il y a des évolutions, hein. On voit bien, ce que je disais tout à l'heure, en matière de jeunesse, moi je trouve que là, ça fait quand même quelques années, je ne sais pas, 4-5 ans, où je trouve que ça prend un peu de puissance et où on commence là. Il n'y a qu'à voir les expériences qui sont menées dans certaines villes ou dans certaines intercos de politique intégrée. Donc, ces histoires de dire… quand on prend une décision politique, on doit avoir ça vient avec, vous savez, la participation citoyenne, la concertation, etc. Ou quand on prend une décision, par exemple, on va prendre une décision sur la jeunesse, on peut consulter la jeunesse, mais pas que. Et quand on prend une décision, je vais faire exprès, sur le 3e âge, on a aussi le droit de consulter la jeunesse, qui peut avoir un avis aussi. Voilà. Donc, c'est comment… dans ces politiques, comment dans la concertation, comment l'action publique est menée en concertation avec les différents acteurs et les habitants et ceux qui sont visés par l'action publique, et comment c'est cette mise en concertation qui va permettre de développer une décision d'action publique qui va être le plus ajustée au niveau local, là où elle est mise en œuvre, quoi. Et ça, on en voit de plus en plus, ces expériences-là. Donc, il y a une évolution. Ouais. Et avec aussi la réflexion qu'on a de plus en plus là, sur la question de la professionnalisation. Tu en as parlé des professionnels de la jeunesse, une adaptation peut-être aussi de diplômes et de formations correspondantes à ces évolutions-là, quoi. Voilà. Peut-être toute dernière remarque qui a été faite dans la discussion, parce qu'il est midi, qu'il va nous falloir donc clôturer. Donc voilà, quelqu'un qui dit: je comprends bien la difficulté de l'exercice par le biais de la visio, mais n'est-ce pas contradictoire avec le contenu de nos échanges que le postulat de départ soit le micro coupé? Là, je laisse les organisateurs répondre. C'est compliqué. Alors, on a basculé dans l'ère du Zoom ou de la visio ces derniers mois là. Donc, on a dû tous s'adapter, etc. C'est vrai que c'est compliqué. Après, on pourrait ouvrir tous ces micros, mais ça devient vite cacophonie. C'est pas la même chose que… J'entends bien la question, mais… hier, par exemple, j'étais face à une salle, enfin, il y avait très peu de gens, parce qu'il y avait beaucoup de gens en visio, puis des gens dans la salle, mais c'est plus facile de réguler
la prise de parole. Réguler, ça ne veut pas dire contrôler, hein. Ça veut dire permettre à tous de s'exprimer. C'est plus facile quand on a les gens en face de soi que quand il y a des micros à ouvrir ou fermer, quoi. C'est compliqué. Et en plus, on est un pays latin, hein. Vous savez, on a un truc à dire, on a envie de le dire tout de suite, quoi. C'est compliqué aussi de se réguler soi-même. Moi, je parle aussi pour moi, là, quand on a quelque chose à dire. Donc, voilà. Oui, après, pour effectivement rebondir sur cette question-là, initialement, notre volonté n'était pas de faire des visios. Déjà, c'était vraiment d'avoir des temps en présentiel et vraiment avec cet échange de pratiques, d'aller sur le terrain, etc. Bon, voilà, on a proposé le format visio puisque le Covid nous a amené dessus, mais on espère pouvoir avoir d'autres formats qui soient vraiment beaucoup plus interactifs également. Ouais, juste pour répondre à Antonin sur cette question de la participation, parce que évidemment, on aurait bien aimé qu'il puisse s'exprimer, évidemment, mais il y a quand même une ambition qui est portée par le projet collectif, c'est important, et il est ambitieux parce qu'il fait place à un travail entre 3 départements ruraux qui essaient de travailler sur ces questions de jeunesse, entre 2 régions qui sont quand même très grandes et pour lesquelles il y a beaucoup de distance, entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et puis aussi, il y a une ambition portée sur la logique interdisciplinaire qui nous intéresse, pouvoir discuter avec des professionnels, avec des universitaires, avec des associations, mais aussi avec des jeunes, hein. Je le rappelle, ça n'a pas été forcément rappelé, il y avait des jeunes en service civique lors de notre première rencontre. Alors, c'est un dispositif, effectivement, pour l'engagement des jeunes qui est bien restreint par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, hein. Mais c'est quand même important qu'ils aient aussi leur place dans ce type de rencontre. Voilà. Et ça veut dire que le troisième point qui est important aussi par rapport à cette ambition, c'est l'avenir qu'on va pouvoir donner aussi à ce groupe de travail qui se met en place, parce que l'objectif, effectivement, c'est de programmer une prochaine réunion de bilan d'évaluation sur ce qui aura été dit et écrit, pour justement continuer à faire ce travail de capitalisation, de liaison, qui est important au moment où justement on voudrait que ces choses-là ne soient traitées qu'à des moments très, très ponctuels, comme les présidentielles. Ça a été très, très bien dit par Véronique tout à l'heure. Comment justement faire un travail qui s'inscrit dans la durée, un travail de liaison qui ne soit pas scindé, justement. Ça a été dit sur la question de la citoyenneté, ça a été rappelé par plusieurs interventions. Comment la notion de citoyenneté, justement, peut faire en sorte de rapprocher les universitaires des professionnels, mais aussi comment on peut intégrer des jeunes dans ces rencontres-là. C'est vraiment fondamental et c'est pour ça que c'est ambitieux. Mais évidemment, on est vraiment désolé d'avoir mis en place cette politique du micro-coupé, mais tout est en devenir encore. Donc, évidemment, Antonin, s'il y a de la place pour venir s'exprimer avec ce collectif de travail. Voilà, mais Guillaume, je te propose peut-être de passer à la conclusion et éventuellement perspective. Oui, voilà, merci pour ces échanges riches qui amènent beaucoup, évidemment, de frustration. Et comme le disait un peu Véronique, on est passé vite sur beaucoup d'éléments. Et Olivier a commencé à tirer un peu des enjeux, ou en tout cas notamment sur les perspectives, pardon. Donc, effectivement, il y a une rencontre interdépartementale et interrégionale qui va avoir lieu d'ici la fin d'année ou vraiment au tout début du premier trimestre 2022 pour à la fois capitaliser, mais aussi engager des enjeux interdépartementaux et interrégionaux sur des connexions avec d'autres associations qui ont travaillé sur la place et le pouvoir d'agir des jeunes. Je pense à l'association Innov qui est sur Grenoble. On avait évoqué une forme de caravane qui viennent dans nos territoires respectifs pour éventuellement aller à la rencontre et mettre en avant des initiatives sur la place des jeunes. Donc voilà, ce sont un peu ces enjeux de perspective là, qui vont être sur la table dans les prochaines semaines. Et puis, mettre en exergue aussi les travaux de l'Observatoire des jeunesses et des politiques de jeunesse qui est présent dans le département du Lot. Et puis, voilà, les initiatives qui sont menées dans le cadre du Fonds d'expérimentation jeunesse en Ariège, Construisons avec les jeunes en Dordogne. Enfin, l'idée, c'était de maintenir un petit peu à flot par des rencontres aussi en physique, parce qu'on sent que
on en a tous besoin. Donc, voilà un petit peu les différentes orientations qui vont être sur la table. Et puis surtout, je dirais qu'un élément fondamental, c'est comment on rend compte, en fait, de la richesse des échanges, des contenus apportés par nos 3 intervenantes, parce que du coup, c'est extrêmement riche et dense. Donc, du coup, il y a cet élément-là qui va aussi nous occuper, c'est-à-dire comment on rend compte, au-delà de vous dire, vous avez l'enregistrement et vous pouvez re-regarder pendant 1h30 la visio, mais comment on fait ressortir les éléments saillants et comment on fait un peu de médiation scientifique là, et d'acculturation à tous les enjeux qui ont été soulevés. Donc, voilà, je ne sais pas si après, Olivier ou Cathy, vous souhaitez amender ces perspectives parce qu'on s'était dit midi. Voilà, on est encore un peu dans les clous de ce fameux quart d'heure là qui nous laisse un peu de délai de latence. Voilà, je vous transmets aussi la parole si vous le souhaitez, bien évidemment. Non, mais je crois effectivement. Alors, il y a beaucoup de remerciements qui circulent là sur le chat. Donc voilà, merci pour cette intervention que l'on ne pourrait pas suivre en présentiel à cause des distances des déplacements. Merci de la richesse du contenu. J'espère de belles coopérations avec le labo de recherche de l'URQR. C'était passionnant. Merci de la qualité et richesse de ce moment de médiation scientifique. Ça fait du bien. Voilà, etc. Je vous remercier tous pour avoir suivi effectivement ce webinaire. Il y a donc possibilité de visionner les 2 précédents également qui ont été enregistrés. Le lien de celui-ci vous sera envoyé aussi quand il sera accessible en ligne. Et puis, vous remercier d'avoir été présent et puis vous donner rendez-vous pour la suite de nos aventures avec les jeunes dans nos milieux ruraux. Merci à Véronique. Merci beaucoup, merci Véronique. À Véronique et merci à tout le monde pour ces échanges. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, Merci à vous. merci. Au revoir.